I'd like to introduce myself. My name is Duwayba Ben Slema. I'm a climate activist and a project manager with Tunisian Youth Impact. Today in our session, Water Scarcity and Gender in Tunisia, experts as well as activists will tackle the water scarcity problem taking place in Tunisia, its causes and its impacts on marginalized and vulnerable communities. The water crisis is threatening the livelihoods of millions of Tunisians because of the water crisis or because of water cuts. People haven't had the chance to drink clean water, to eat healthy food, or even to shower. Farmers are having economic difficulties in crop production. Families, and especially women, are facing issues providing for their families. So here in our session, we're going to talk about these problems because various sectors in Tunisia have also contributed to the overexploitation of water resources. The Tunisian government, especially the Ministry of Agriculture, Water Resources and Fishing, are denying the existence of such a crisis, whereas Article 48 of the new constitution states that that the government has an obligation to its citizens to provide clean water and to sustain these water resources for our future generations. Today, present with us are honorable experts, Dr. Rawda Gafrej, Dr. Shawqi Khalfi, and aspiring activists, Ms. Insaf Abdelmoula, Ms. Ishraq Qlai, who will be present with us. And we will first discuss the question of what are the causes of water scarcity in Tunisia, which will be answered first by Dr. Rawda Gafrej. So, Dr. Rawda, Mr. Shawqi, because Madam Rawda is having technical issues, which will be handled briefly. So, Mr. Shawqi Khalfi, the floor is yours. Okay, thank you very much. I will try to share my screen. So it's okay? Yes, we can see you and your screen. Okay, thank you very much. I would like to thank you for such opportunity which imply me in such event. I am very glad and hope that we are getting some value, acting value in this critical situation, let's say. Just a moment, please. Check. Okay. I will start this today's session, my presentation in the water scarcity and gender in Tunisia. I'm sorry, Mr. Shawqi, but would you mind please putting your presentation in as a slideshow, diaporama? Yeah, it's already in slideshow. Yes, try it again. Now it's not. Now I will try to put it slideshow. Yeah, it's okay like this. It's okay. It's all good. Okay. I will start. Like today's session is about the scarcity and gender in Tunisia. I'm very glad to present in such act as part in Tunisia as part of Africa continent, as we are suffering from the same problem, let's say. My today presentation it's compound in two main parts. I prefer to start the first part like I'm just making an overview of the water history at my region at the scale of my age, just to emphasize that in 37 or 38 years, let's say my age, that I already felt this changing, this evolution, and I'm like a witness, yeah. And then the second part is about the statement of water resource in Tunisia. Like I will start with an overview, in hydrogeological overview first, and then after the mining activity in Tunisia. But everybody know when we are speaking of mining activity in Tunisia, we are speaking of phosphate productions.
Later on, we will speak an impact of the mining activity on the water resource, and we will treat the Gafsa Basin as the most important zone in the mining activity. First of all, let's start with an overview on the scale of my age. I say on 30 years, on 38 years. During my childhood in between 1984 to 1990, I remember that water was available everywhere. Rivers were permanently flowing, and the water needs of our person in my hometown were supplied through the active water springs. Later on, between 1990 and 2000, we're just getting some sign that the river have been dried up during the summer and the spring season. In that moment, we was thinking that it was because of a hot season, yeah. But we realized in the meantime, the water springs start to disappear progressively. So people are facing that they have to look for another source to supply the water needs. Then dug wells with a depth about 30 to 40 meters have been drilled. But unfortunately, that later on between 2000 and 2015, we realized that the river have been dried up, but it's not because of a hot season, but this time is permanently, where the water springs have been disappeared totally this time. Even the drilled dug wells have been dried up. So people are thinking to drill a deeper well with reaching the depth of about 150 to 200 meters, just to ensure their water need supply. Then in 2015, in that moment, we realized that the problem is very serious, because even the drilled well with about depth of 200 meters have been touched and have been dried up as well. And then deeper water well with reaching 400 meters have been drilled to supply the water well need. Just through these 37 years, we can realize that the oil, the water scarcity have been given indexed since 1984 with gentle slope, if you see here. Then till 2015, when the problem is very announcing and start to be very serious. And here the alarm is sounding just to act, to stop this. This is, this part is making just to emphasize that we are in 37 years. It's not like, it's not a long period as well. I think that everybody, every person here in the today's session, they are feeling this feeling, like we are witness in this scarcity of the water during the last 30 years, let's say. Okay, then passing to the next part, where we will see the statement of the water resource in Tunisia. So this resource is estimated for about 4.6 billion cubic meters of water, which is distributed in 40%, which is already storage in the groundwater, and then the 60% is mobilized on the surface. Okay, 80% of this surface water resource is localized in the northern domain of Tunisia, where 70% of the groundwater is localized in the south part of Tunisia. Just Mr. Shaf, sorry to interrupt your interesting input. It's just that we have 10 minutes on the clock and we have to get the presentation going, if you wouldn't mind doing so. Thank you so much. No, should I stop and complete after? So basically the presentation, we have to read from the presentation so that we have to complete the 10 minutes that we have. Thank you so much, Mr. Shafti. Continue, please. Okay, just by analyzing the evolution of the water resource in 2004, 2006, 2008 till 2015, just here, this is, I get it from published data. Then the surface resource, which is represented in the water storage in dam, in the hill dam and the hill lakes, then is the mobilized resource is estimated to be 2,500 million cubic meter. Then from this allowed reserves in 2004, 88% already exploited, if you can see here.
And in 2006, it's 92%. In 2008, 96%. But unfortunately, that in 2015, we already get 100% of the allowed reserve mobilized. Let's have a look on the groundwater resource, which is Monsieur Shawki? Yeah. The slide is not changing. Could you change the slide? Let me check. Okay. Changing? Yeah, it's changing? No, for now, no. How it stopped and let me check first. What about now? Now it's changing, yes. Okay, we'll try it again. Now it's okay? Yeah, you could continue, yes. Yeah, and just making like this is changing or not? Yeah, you can see the groundwater. Now resource. it's changing, yes. Okay. Let's continue. Then have a look on the groundwater resource, which is distributed in the deep groundwater and the shallow groundwater. The allowed or the mobilized volume is estimated for the deep groundwater for 1,429 million cubic meter. Then from this allowed reserve, we already exploit about 79% in 2004, 91% in 2006, and then 93 in 2008. But in 2015, we are exceeding the allowed reserve with 19%, like we are overexploited with 19%. And you can see here it's 190%. And what about the shallow groundwater, which is estimated for 746 million cubic meter? We have already started since 2004 for 100% exploitation and reached from 2006, 80% exceeding the allowed mobilized reserves. Overall, the groundwater resource are getting from 2015, we are getting for 120% over exceeding with 20%. This is really, if you are seeing here in this table, like all the faces are sad to very sad, yeah? No happy face, unfortunately. Let's go now to see the mapping of this resource in Tunisia, where the green color in the map showing the potential reserve or the potential resources. The yellow one is showing the medium resource, where the orange is about the limited resource. All these resources are hosted, in mainly the shallow is in the Quaternary series, in the Miocene sandstone, in the Upper Cretaceous, in the Lower Cretaceous, and the Jurassic. That means this is up to each zone, the context geology of each zone. We will see that we have in Tunisia a lot of aquifer. This may be a good sign if we try to keep it and protect it. Then, based on this, several aquifer, we have some aquifer system that's already shaded with our neighbors in Algeria and Libya. That means the complex terminal, which is a huge aquifer system, is hosted in the Miocene and the Upper Cretaceous, and the Mediterranean groundwater as well, and the huge continental intercalaire, which is already hosted in the Lower Cretaceous here in Jurassic. So this is a map which showing the limit of the huge continental intercalaire, which is shaded in the most southern part of Algeria, in the southern part of Tunisia, and is going to the northern part of Libya, where the complex terminal is going like it's eastern, southern part of Algeria. Yeah. Sorry, Mr. Shawki, could you go to the next slide, please? Yeah. It's changing? Not yet. Yeah, already. I have to make it again, yeah? It's changing now? It's changing, but it's not the map. It's not the map. It's not showing the map. Now it's text, yeah? Yes. And now is the map. Good. It's good, yeah. Okay, let's see. Then here this map is showing the extension of the shared aquifer with Algeria, Tunisia, and Libya, which is here in transparent. This is the CE limit, the continental intercalaire, which is hosted
in the most southern domain of Algeria, in the southern domain of Tunisia, and the northern domain of Libya, where the complex terminal, which is limited with the blue line, is hosted in the Upper Cretaceous and the Miocene, and it's covering, the southern eastern part of Algeria and the southern part of Tunisia and almost the northern part of Libya. Then this is a shared aquifer between Algeria, Tunisia, and Libya. Some word about this huge aquifer. It's called the Northern Western Sahara Basin, which is composed by two aquifers, the CE and the CT. This aquifer is shared on the surface of about 600,000 square kilometers. And this, the CE especially, is considered as one of the largest groundwater systems in the world. And all this is good sign that we have the largest groundwater system in the world. But the bad thing or the negative information that these resources are considered as being fossil, plus no renewable. Then where the charge, the present day recharge is very limited. Here we are facing the challenge to protect this. So in the same map, just now we'll see the mining activity in Tunisia. The mining activity in Tunisia. Why I prefer to show the mining activity in the same map, just to highlight or to emphasize the position of the mining quarry in Tunisia regarding the huge shared aquifer, let's say. Okay, when we are speaking about the mining activity in Tunisia, we are speaking about Gafsa, which represents the major part for phosphate production. Then this activity is realized by a national mining company, which is the CPG company Phosphate Gafsa. Then they are developing to extend to another quarry in Meknesi and Srawarten. And then the bad news that there is another company, Chagma Phosphate Company, which they are planning to install a new quarry in Jedien Gasrin. So focusing on Gafsa as the case study, and then later on for the rest, they are making projection to be like Gafsa if we are not acting in the right time. Then focusing in Gafsa, the water resource in Gafsa is mainly hosted in the Segi formation of the Plio-Quaternary formation. This is considered as the shallow aquifer, where the deep aquifer is hosted in the sandstone of the Miocene formation. So basically, when we are speaking about the phosphate industry or the mining industry, everybody aware that this industry is a water-intensive activity. Like I'm giving just some example by value. For example, in 2008, the production of phosphate in Gafsa have consumed about 18.5 million cubic meters of water just to produce 7.5 million tons of phosphate. Then just to get information, the ore processing of 1 ton, like if we are treating 1 ton of phosphate, we need 5 cubic meters of water. If we are converting, for example, this 18.5 million cubic meter, which is consumed by CPG in 2008, like we are producing or pumping with a rate of about 580 liters a second in the whole years. You can imagine this? This is a huge thing, yeah? But if we are comparing this volume, which is already exploited or consumed by the phosphate production, with the drinking water consumed by the entire governorate of Gafsa, it's estimated to 8.6 million cubic meters. That means the CPG or the company of Phosphate Gafsa are consuming double, twice of the allowed volume to the entire governorate of Gafsa. Okay, then this is like just a value for only 1 year. 18.5 million cubic of water has been consumed. What do you think about the volume pumped if we are getting back to calculate since 1970? We will see that this will be a huge volume of water have been consumed. So by contacting a witness in the region, I mean, that time the witness, they are like it's 19 years old.
they tell me that, okay, before in Gafsa, there were about 600 springs alive, but actually no more springs in the oasis in Gafsa, in Ksar, in Lele, in Gtar. All these springs have been dried up. Even the famous Roman pool with Bay have been dried up as well. And in that moment, we realized that the water table is in progressive decline. Here in the red, that Gafsa is threatened by an acute drought. Is threatened by an acute drought, and it will be soon if we are not acting. So our responsibility now, we have to announce that an urgent acting plan should be executed to save what's remaining. So another published data which is making to highlight how huge is the consumption of the water, and just to hold on your mind that even more than 95% of the exploited water in Gafsa Basin are destinated only to CPG, to the phosphate Gafsa. So in 2010, for example, the resource in the shallow aquifer, it's estimated for 13.3 million cubic meter years, where we have already exploited 100%. But exploitation of this resource is through drilling of about 2,159 wells. You can see where the deep aquifer estimated to 41.4, where 81% have been exploited through drilling of 88 drilled wells. Then later on, 1 year later, the shallow aquifer estimated to 33.3. They are increasing the allowed resource. But in that moment, we are already exploited and over exploited with 7%. And then drilling again, furthermore, drilled well, it's about 3,500 wells have been drilled in that moment to produce from the shallow aquifer, where the deep one is exploited with 90% through 268 drilled well. You can imagine how huge this number of the drilled well to exploit or even over-exploited the water resources. But here, analyzing together the CPG phosphate production from 2008 till 2014, we can see here. Sorry, Mr. Shawty. Yeah. The slide again, could you show it, please? Okay, I will just make it like this. It's okay. Now it's moving. Yeah. Now it's okay. Yes, it's okay. And it's just to let you know that we don't really have enough time. So maybe 2 minutes and we'll finish with this presentation if you'd like. Okay. Then by analyzing this production from 2008 to 2014, we can see that in 2011, there is an erratic decrease of the production. And this is because of the revolution, the union protest movement, which they struggled the CPG to stop production. Then in this context, we are getting in 2014 a miracle, like it's giving signs from the God. There is a lake of water, which is called Gafsa Beach, has been created in 2014 in the colline, in the mountain, in the old quarry of the phosphate. Yeah. Then we are analyzing that the phosphate production decreases. A huge water lake have been appeared with 80 meter and extension of 1 hectare a period of nowhere overnight. Then this is giving sign of healing and regeneration of the water table. So furthermore, if we are getting in the ore processing of the phosphate, they are getting a huge quantity of mud which should be rejected in rivers. For example, the case of Wad al-Maleh, where they are rejecting the mud of the ore processing. Then in 1979, it's about 438,000 tons and 700,000 tons in 1990, 2,700 as well. Then in 21 years, we are rejecting in only Wad al-Maleh, it's about 14 million tons of mud. I'm just speaking about the ore processing facility of Metlawi. But what I say, if I'm just telling in Gafsa, we have 6 ore processing facility. You can imagine, this is just in 21 years. Just
Here, I'm just getting some photo. This is not a swimming pool. This is not a sea. This is a phosphate mud storage basin located in the middle of the Metlawi mining town. Here Mr. also, Shawki, sorry, Yeah. just the image is not shown on the screen. now it's okay. I will just, now it's just photo, yeah? Yeah. Yeah, this is only photo. This is a phosphate mud storage basin located in the middle of Metlawi mining town. Another photo is showing that the mud is rejected, thrown in the environment without any control. Anyway, just to finish my presentation, just getting from this bad sign, which announced that the huge catastrophe is already here, but without losing the hope, it's never late to act and save the situation. However, there is always time and solution. Based on this hope, I will thank you very much for your attention. Thank you very much. Thank you so much, Mr. Shawki, for your wonderful and fruitful presentation. So you've talked about the increasing overexploitation and overconsumption of water resources by the phosphate industry in Gafsa. I think what is happening in Gafsa right now is very tragic. I think that the government and the Ministry of Agriculture should also, and the Ministry of Industry as well, should take action, and they should first declare a water crisis and then implement the required solutions and strategies to achieve a good, sustainable water management strategy. So I would like to first take some questions from the audience, if it's possible, before we go to Dr. Rawda's presentation. Yeah, for sure. Okay, so Saber Amar asked the question. I have a question about how CPG polluting the water table and causes health issues to locals there. So, Mr. Shawki, do you have any response for that? I haven't enough time to present this, but I have something which I will share it again. Okay, here we are speaking about the Gafsa Basin. We are speaking about the main symptom, which is the fluorisis. And sorry for this figure, for this photo. If everybody see this, did you see my presentation? Yes, we can see the photos. Yes. Mr. Yeah, this is the fluorose, which is represent the main symptom in the mining region, with the fluorose, with the osteoporosis as well. But here is, yeah, it's acting by the exploitation of the phosphate and even by the existence of the phosphate itself. Here there is, just to answer Mr. Saber, was the effect of this, the phosphate production on this, on the health of the people. There is a recent study, okay, in the southern part of the Gafsa, touching a little bit the Toza region. Then we are analyzing the sample, the water sample, and we are realizing that there is a fluorine in the water. And if you see here, the fluorine is exceeding, in some part, is exceeding 12 milligram per liter, which is exceeding as well the norm allowed to for the drinkable water. So here was the relation between this water or the groundwater enrichment of fluorine with the exploitation of phosphate. Just here, this is the model in the same published paper. Then when we are exploiting the water, for example, here, if everybody see this model, conceptual model? Yes. Yeah, when we are exploiting the water here from the shallow aquifer, for example, then the level of the water is going down. And then there is another intermediate aquifer, and I need another deep aquifer. Here, the deep aquifer is the continental intercalaris already shared with our neighbors. Once the pressure here is going down,
And then everybody know in Tunisia, at least they know that the deep aquifer is over pressurized. Then when the pressure or the level of water is going down, here the water is going up just to get up the equilibrium. But here the water of the deep aquifer, when it's passing through this fault, they will passing through these phosphate-rich layers. By passing through these phosphate layers, they will dissolve mainly the fluorine, and they are getting this enrichment of fluorine in the water. But everybody have to be attention that this water is destined for the CPG, for the production, which already created this overexploitation, and it's already destined for the drinking as well. So people, when they are drinking this water, they will getting water is exceeding the norm, the potability norm, let's say. They will get this problem because of the overexploitation of the water source in the region in general, let's say. Hope that you are satisfied with this answer. Okay, thank you, Mr. Shawqi. There is another two questions from Rawan, I think. Shared aquifer in the south are managed between Libya and Tunisia and Algeria. How they could manage to use this aquifer between the three countries? This is like it's very well because they are trying to protect this, but each country are making like it's crime in this reserve. They are making strategy to protect, but I think that nobody respecting this. But let's see if I can show you. Okay, let's say show you some. I'm sorry. If I'm just getting to check. Sorry, because okay, I have to look just to show you this picture in Algeria where big ecological problem have been touching this shared aquifer. Okay, let's say this. Sorry. Yeah. Mr. Sorry. It's just that we don't have enough time, so it's okay. Okay, because I was thinking just to share this. May in later time I will share it anyway with Sabra, and like this Thank you you can so share much. with the other Thank attendants. you. Okay, thank you very much. So if you'd like, we could answer Ishraq's question and then move on to Dr. Rawda's presentation. Let's check. Sorry, check the. So basically, Ishraq is asking how women and children are directly affected by environmental degradation in Gafsa. They are directly affected because they are sorry for this, but they are on the hell night and day. They are exposed to this. For example, they are drinking this water. They are seeing this massacre. They are breathing this atmosphere. They are okay. We are not in Gafsa, but we are far away from Gafsa, and we are directly affected by this environment degradation. Yeah, okay. Exactly. Thank you so much, Mr. Shawqi. Thank you for your input and your information. Right now, we're moving on to Dr. Rawda's presentation and intervention in the session. So Dr. Rawda will talk about the causes of water scarcity, virtual water trade, as well as the overconsumption of water resources in the agricultural sector. So as you can see, Sabr will present, will share the screen, and
Madame Rauda, the floor is yours. Thank you very much. I'm very sorry about this constraint. I didn't manage to speak English, but I will speak French because I don't have enough time. And I prefer speaking English, French, if you don't mind. So that's not a problem. So for everybody who needs interpretation, please click on the globe at the bottom of your screen and then choose the English option. And then, yeah, thank you. Thank you very much. Je remercie mon collègue Sichaoukri d'avoir présenté le cas concret du sud de la Tunisie et donc le contexte de Gafsa, tout particulièrement avec l'exploitation du phosphate. La situation, comme il l'a bien décrite, elle est relativement grave, complexe et assez contraignante pour le sud du pays qui n'a pas de ressources en eau de surface, mais que des ressources en eau souterraines qu'on appelle fossiles ou plutôt des eaux peu renouvelables, c'est-à-dire que si on les utilise aujourd'hui, on ne les aura pas demain. Il faut attendre des millions, voire des milliards d'années pour la genèse de ces eaux. Alors, le contexte national est aussi complexe que le sud du pays, malgré la disponibilité en eau de surface. Alors, la question de l'eau, elle est très large. Je voudrais tout particulièrement insister dans ma présentation sur 3 aspects fondamentaux. D'abord, comprendre, quand on parle de la sécheresse, de quel type de sécheresse. Alors, Madame Benslema m'a parlé de la sécheresse hydrologique, mais il y a différentes sécheresses donc, que je ne vais pas, que j'ai présentées dans ma présentation, mais je ne vais pas aller dans le détail de cela. Parce que vous avez je vais vous laisser cette présentation. Et donc, je vais bien préciser le contexte de la sécheresse. Qu'est-ce que ça implique, la sécheresse en Tunisie? Mais le plus important dans tout cela, à mon sens, c'est que cette sécheresse, qui est liée au climat, bien sûr, au changement climatique essentiellement, elle arrive dans un pays qui est déjà sous stress hydrique énorme, qui vit une pénurie d'eau extrêmement importante, et donc cette sécheresse, elle va être ressentie beaucoup plus intensément parce que la Tunisie a connu la sécheresse en 1960, 74, 84, etc. Mais on a tendance à oublier ces choses-là, mais ces années-là, ces 10 dernières années, ça s'accentue vu les demandes, vu pas mal de choses. Alors, le lien avec l'agriculture, mais je dirais beaucoup plus le lien avec tout ce qui est nexus, c'est-à-dire l'eau, l'énergie, l'eau, la sécurité alimentaire, l'eau et l'agriculture. Et je précise ici, malheureusement, quand on parle de la consommation de l'eau, de l'agriculture, on a tendance à se concentrer essentiellement sur les quelques milliers d'hectares qui sont irrigués, qui sont 450 à peu près, ou 435 000 hectares irrigués, qui ne représentent que 8% de la surface agricole utile, c'est-à-dire que l'autre partie de l'agriculture qu'on appelle agriculture pluviale, elle est aussi, donc elle va faire face aussi à l'impact de la sécheresse. Et malheureusement, pour cette agriculture qui est censée être pluviale, on n'a pas d'alternative et on n'a pas assez d'eau pour venir en aide à cette agriculture. Donc, quand je vais parler de l'agriculture, je vais parler de tous ces aspects-là. Et le lien de l'eau aussi avec, donc j'ai dit le nexus, donc agriculture et donc sécurité alimentaire, la santé également, un peu de la même manière que l'a présenté Sichaoukri, mais plutôt lié au manque d'eau, etc. Donc je vais me concentrer là-dessus et bien sûr quand je vais parler de l'eau et des liens nexus, forcément je vais parler de l'importation, de l'exportation et donc de l'eau virtuelle, l'aspect de l'eau virtuelle. Simplement, dans ce premier slide, je voudrais simplement montrer certains concepts qui sont liés à la limitation de la disponibilité de l'eau. Donc, on parle de sécheresse qui peut être temporaire ou due à l'origine, elle est humaine, donc on parlera plus de rareté de l'eau. Alors, la sécheresse, elle est liée à un déficit hydrique, tout simplement
pas assez de pluie par rapport à la moyenne qui est habituée. Donc, dès qu'on a un peu moins de pluie par rapport à la moyenne qui est enregistrée dans nos têtes ou dans nos statistiques, on va parler de sécheresse. Alors, cette sécheresse peut être permanente, c'est-à-dire elle va durer dans le temps, elle va passer des années. Et là, on parlera plus de l'aridité. Comme on parle au sud du pays, on dit que la partie sud du pays, elle est aride parce qu'il pleut moins de 100 mm par an. Alors, au-delà de cette aridité et surtout avec l'activité humaine, parce que c'est très difficile de parler de sécheresse et de conséquences de la sécheresse sont liées l'aspect naturel à l'aspect donc anthropique, donc lié à l'activité humaine. Donc, en intégrant l'activité humaine, quand il n'y a pas assez d'eau, et avec l'activité humaine qui fait qu'elle fait le désherbage, la déforestation, le non-respect des zones humides, de leurs besoins en eau, etc., on parlera beaucoup plus de la désertification. Voilà. Donc, les types de sécheresse, elles sont nombreuses. Il y a la sécheresse météorologique, la sécheresse agricole, il y a la sécheresse hydrologique, la sécheresse socio-économique et la sécheresse écologique. Je vais aller au slide d'après, s'il vous plaît, qui va nous montrer le lien très étroit entre ces différentes sécheresses. Bien sûr, tout commence par la variabilité climatique. Donc, le climat est variable en Tunisie comme dans tous les pays du monde. Donc, quand il y a un déficit de la pluviométrie, on parlera plus de la sécheresse météorologique. Cette baisse de pluviométrie va générer, bien sûr, un déficit hydrique, que ce soit dans le sol ou au-dessus du sol pour remplir les réserves en eau de surface, etc. Donc, on va observer dans ce cas-là la sécheresse agricole et la sécheresse hydrologique. Bien sûr, avec beaucoup moins d'eau et une forte mobilisation de ressources, on a des impacts sur tout ce qui est écosystème, nature, etc. On parlera des sécheresses écologiques et bien sûr, toutes ces sécheresses conjuguées vont avoir un impact extrêmement fort sur la vie de l'individu, sur les secteurs socio-économiques. C'est pour ça qu'on parlera de sécheresse socio-économique. Bien sûr, chacune de ces sécheresses a des impacts économiques, sociaux et environnementaux qui sont très complexes, très liés et qui sont fortement liés à la situation principale avant de recevoir la sécheresse ou avant d'avoir ce manque d'eau. Juste le slide d'après, il y a 4 slides qui vous montrent un petit peu, j'ai mis quelques exemples des années, par exemple 2014-2015, où c'était une année sèche. Je vais reprendre tout à l'heure ces années-là. Et on vous donne ici la zone sinistrée, les impacts agroéconomiques tels qu'ils figurent dans le plan de sécheresse en Tunisie qui a été réalisé en 2020 par donc la Convention cadre de la lutte contre la désertification. Juste quelques slides là qui vous montrent que normalement, quand il y a sécheresse, il y a un décret du ministère de l'Agriculture qui donne donc les zones sinistrées pour la simple raison que ces zones sinistrées vont bénéficier de subventions et d'aides pour dépasser cette situation. Le slide d'après, s'il vous plaît. La même chose, là, c'est l'année 2017-2018. Le slide suivant, s'il vous plaît. Là, on vous montre également à partir de ce suivi de l'apport en eau au niveau des barrages. Donc, on a malheureusement, l'année 2020-2021, c'est une année sèche également. L'année 2021-2022, c'est une année sèche également, comme vous voyez sur cette figure. Le slide suivant, s'il vous plaît. Alors, bien sûr, la Tunisie a réalisé un guide de la sécheresse et elle a montré ou indiqué quand est-ce qu'on peut imaginer qu'il va y avoir une sécheresse. Par exemple, on nous dit que si l'automne est sec, il y a de fortes chances qu'on aura une sécheresse. Alors, elle a mis en place des mesures qu'il faut faire. Malheureusement, ces mesures sont généralement pas ou peu respectées. Je ne vais pas aller dans le détail, c'est simplement vous avez ces éléments-là. Le suivant, s'il vous plaît. Le scénario 2, quand vous avez un hiver sec. Le scénario 3, quand vous avez un printemps sec, etc.
qu'est-ce qui se passe quand toute l'année elle est sèche, qu'est-ce qu'il faut faire. Je vais aller juste à ce slide-là qui me parle. Le slide avant, s'il vous plaît. Rapide, le slide avant, oui, merci. Donc ici, simplement pour vous dire, malheureusement, tout ce qu'on est en train de voir ces dernières années, c'est fini que durant l'année, on a une zone ou un gouvernorat où il y a la sécheresse. Non, maintenant, la sécheresse, elle est généralisée et avec beaucoup de regrets, on a 2 années de sécheresse, 3 années de sécheresse, comme vous allez le voir dans ce que je vais présenter après. Le plus important ici, ce que j'ai mis en rouge sur ce slide, s'il vous plaît, si vous revenez sur ce slide, c'est que malheureusement, ce guide de sécheresse, qu'est-ce qu'il prévoyait? Il prévoyait, par exemple, d'assurer la gestion prudente des ressources en eau en établissant des priorités, en arrêtant les allocations selon les réserves disponibles. Ça, c'est impossible de faire, l'État n'arrive pas à le faire. Parce que si vous réduisez les quotas pour l'agriculture, eh ben, les agriculteurs vont se rabattre sur une autre ressource pour aller chercher de l'eau. Parce que la culture, c'est leur vie, c'est leur… c'est à partir de l'agriculture qu'ils vont avoir le revenu, donc ce n'est pas possible. Le deuxième point, renforcer l'exploitation des nappes d'eau souterraines afin de soulager la demande en eau de retenue des barrages. C'est impossible de maintenant de renforcer l'exploitation des nappes parce que tout simplement, les nappes sont fortement surexploitées. Et donc, en cas de sécheresse, il est vraiment très dangereux de pousser les gens à aller vers les nappes parce que les nappes sont déjà surexploitées. Renforcer les mesures entreprises au cours de la première année relative à l'eau potable rurale essentielle dans les zones les plus vulnérables. C'est très difficile en deuxième année de sécheresse d'avoir suffisamment d'eau pour l'eau potable et pour l'irrigation. Limiter les superficies agricoles irriguées aux cultures stratégiques de la part des cultures à faible consommation d'eau, c'est impossible de faire respecter ça par les agriculteurs, donc simplement pour vous dire que ces mesures qui ont été mises dans ce guide de sécheresse durant l'année 2000 ne sont vraiment plus réalisables actuellement compte tenu de la sécheresse qui se prolonge et dont les conséquences sont extrêmement néfastes. Le slide suivant, s'il vous plaît. Brièvement, mon collègue a parlé des ressources en eau de la Tunisie. Nous avons un peu moins de 5 milliards de mètres cubes. L'essentiel est dans le nord du pays en termes d'eau de surface et l'essentiel d'eau souterraine, elle est dans le sud. C'est qu'il y a aussi, ce qui est très important à retenir malgré tous les problèmes, c'est qu'il y a une progression continue du taux d'accès à l'eau. On est à 100% au milieu urbain, 98% à l'échelle nationale, donc on n'a que 2% dans les zones rurales qui n'ont pas accès à l'eau, mais par contre, on a des multiples crises qui sont dues à l'aspect politique, social, économique et sanitaire, qui rendent les sécheresses ou la gestion des sécheresses encore plus complexes, le stress hydrique et les sécheresses à répétition, parce qu'on n'a vraiment pas de réserve, on a des besoins qui ne font qu'augmenter et on a des sécheresses qui se répètent pratiquement toutes les années. Et on a aussi une fragmentation institutionnelle et l'absence de la valorisation des puits naturels et des eaux excédentaires. Le suivant, s'il vous plaît. L'eau, elle est pleinement intégrée dans tout ce qui est planification, processus nationaux donc de planification. On voit que le budget eau au ministère de l'Agriculture est extrêmement important, mais malheureusement, le slide suivant, s'il vous plaît, malheureusement, malgré les 30 ou 50 années d'investissement, de construction d'ouvrages, de barrages, de réseaux de transfert, nous sommes en situation de pénurie d'eau absolue avec, comme vous le voyez sur ce graphique, la disponibilité en eau en 2020, elle est de 359 mètres cubes par habitant par an. En ressources en eau renouvelables, nous sommes même en dessous de la situation de 90, c'est-à-dire 30 ans avant. Ça veut dire que nous sommes en situation chronique, très grave. À cela, il faut rajouter l'exploitation illicite de ressources. L'absence de l'État ces 10 dernières années a fait qu'il y a une prolifération, plus de 50% ou 60% des eaux souterraines sont exploitées de façon illicite. Le recours massif au dessalement, que ce soit d'eau saumâtre ou d'eau de mer,
Il y a des eaux excédentaires qui ne sont pas exploitées. On parle plutôt d'inondation alors qu'on aurait dû parler de surplus d'eau et donc d'utilisation de ces eaux. Des pertes de stockage au niveau des barrages qui sont importantes, 24 millions de mètres cubes par an, et donc de l'eau qui viendrait pendant les périodes pluvieuses qu'on ne pourra pas stocker malheureusement. Le slide suivant. Ici, je vous donne ce qui s'est passé les 10 dernières années, juste pour illustrer davantage la complexité de la gestion de l'eau pendant les périodes extrêmes. Je vous ai mis ici sur les 7 ou 8 dernières années, vous voyez qu'en 2015-2014, il y a eu une sécheresse. J'ai mis en rouge les déficits en pourcent. On n'avait que l'année 2018-2019 qui était une année relativement pluvieuse, mais c'est-à-dire que nous avons eu 3 années de sécheresse suivies d'une année moyenne, un peu plus que la moyenne, et puis 3 années sèches. Nous démarrons cette année avec un niveau d'eau dans les barrages très, très faible. Et le plus important dans tout cela, c'est qu'avec le changement climatique, on risque de voir en même temps les deux phénomènes de façon concomitante. Rappelez-vous, en septembre 2018, on a eu des inondations à Nabeul, alors que l'année était sèche. Donc, c'est pour vous dire qu'on peut, la même année, avoir des incidents très pluvieux, c'est-à-dire des inondations catastrophiques, et en même temps une année sèche. C'est pour montrer la complexité de la situation avec le changement climatique. Le slide suivant, donc, qui exprime aussi, qui montre aussi que nous sommes en situation de stress hydrique parce qu'on a une forte exploitation des ressources en eau renouvelables par l'agriculture irriguée qui consomme jusqu'à 2,8 milliards de mètres cubes. Manque d'eau de surface, donc on va aller davantage vers les eaux souterraines et donc la surexploitation de ces ressources. Une empreinte en eau excessive qui est de 2200 mètres cubes par habitant par an, qui indique aussi une forte dépendance de l'étranger en termes d'importation de certains produits, entre autres les céréales ou les autres donc produits comme le sucre et autres. On a une efficacité de l'utilisation de l'eau qui est extrêmement faible, 10 $ par mètre cube. Ça, c'est en général par rapport à l'économie nationale. Mais si on regarde l'agriculture irriguée, elle valorise l'eau à 0,65 $ le mètre cube, alors que l'industrie, et juste pour Sichaouk, et l'industrie, le phosphate essentiellement, nous valorisons en Tunisie l'eau à 225 $ le mètre cube en 2019. En 2020, ça a baissé à 173 $ le mètre cube à cause de l'effet Covid. Mais c'est même plus important que la moyenne mondiale au niveau de la valorisation de l'eau à l'échelle de l'industrie. Simplement pour montrer qu'on a un secteur industriel qui consomme de l'eau, qui pollue certes, mais qui valorise quand même la ressource. Le slide suivant, s'il vous plaît. Bien sûr, quand vous avez une sécheresse, vous avez une grande perturbation de la production d'eau et de la distribution de l'eau, sachant que déjà, la situation de la distribution de l'eau, elle est complexe, avec des pertes dans les réseaux importantes, certaines justifiées, d'autres pas, une infrastructure vétuste qui, bien sûr, ne permet pas de satisfaire tous les besoins et les besoins croissants de la population, les défis des eaux qui sont non facturées, la tarification de l'eau qui n'est pas adaptée, qui fait que ces institutions sont en déficit et donc ne peuvent pas couvrir les charges de l'eau, une forte dépendance de l'énergie. Vous savez très bien que l'énergie augmente 2 à 3, voire 4 fois par an, et donc le coût de l'eau augmente aussi. Le slide suivant, s'il vous plaît. Juste la tarification, une idée sur la tarification. La SONET devait augmenter ses tarifs une fois par an. Elle l'a fait l'année dernière. Cette année, elle n'a pas pu le faire, par exemple. Et donc, ça pose problème au niveau des déficits financiers de la SONET. Alors, l'assainissement, pourquoi j'en parle? J'en parle parce que l'assainissement, ça fait partie du droit de l'homme, bien sûr, puisque l'accès à l'eau et à l'assainissement est un droit de l'homme depuis juillet 2010. Les gens ont tendance à, quand on parle de droit à l'eau, ils pensent à l'eau potable, mais non, c'est l'eau potable et l'assainissement, ce sont deux éléments concomitants. Alors, pourquoi j'en parle aussi de l'assainissement?
pour la simple raison que c'est un vivier ou c'est un potentiel en eau renouvelable, non conventionnel, mais renouvelable et durable aussi, parce qu'on est à peu près à un peu moins de 300 millions de mètres cubes par an produits par l'Office national de l'assainissement, sachant qu'il y a des efforts à faire pour couvrir tout le territoire en termes d'assainissement. Alors, l'assainissement, il a un côté, je dirais, pervers dans la tarification. La tarification, normalement, l'ONAS, elle est là pour réduire la pollution. Mais malheureusement, si vous regardez dans le détail la tarification, vous allez voir que l'ONAS, elle vit grâce à ses pollueurs. Parce que comme elle les taxe, elle arrive à couvrir les charges de l'assainissement. C'est-à-dire que si réellement ces industriels se mettent à la norme de déroger, eh ben, l'ONAS ne pourra pas couvrir bien sûr les frais. Et donc, cela veut dire que si on veut réellement lutter contre la pollution, faire de l'ONAS un organisme qui produit de l'eau non conventionnelle, il va falloir vraiment changer ce type ou ce modèle de tarification. Le deuxième point qui est important, donc le slide suivant, c'est montrer l'importance de ce gisement, mais surtout de montrer les implications en termes de réutilisation des eaux usées traitées. Le dernier rapport donc, publié pour les décideurs, il indique malheureusement qu'il faut aller dans le traitement des eaux usées à un degré poussé pour éviter les risques de pandémies nouvelles dues à la présence de certaines éléments tels que tout ce qui est lié aux médicaments, etc. Et donc, ça va nécessiter quand même un budget assez important. L'autre point, la sécheresse, elle arrive dans un contexte où la gouvernance, elle est très faible, un contexte institutionnel très complexe, mais peu efficace. Je vous donne juste un exemple. Par exemple, le guide de l'investisseur en Tunisie, il met en avant l'argument que l'eau, elle n'est pas chère en Tunisie, alors que c'est vraiment un pays qui n'a pas de ressources. Ben, ce n'est pas un argument de vente, je dirais, hein. Donc, ce qui nécessite des réformes sinueuses qui sont un peu contestées, comme le code de l'eau qui est resté à l'Assemblée de représentants du peuple, malheureusement, depuis juillet. Les problèmes des eaux transfrontalières dont a parlé donc, le collègue avant, les politiques nationales qui sont peu cohérentes. Et donc, ça n'aide pas à bien gérer les problèmes de la sécheresse. Le slide suivant, s'il vous plaît. Alors, quand on parle de sécheresse, bien sûr, on doit évoquer absolument le lien l'eau, le climat, la sécurité alimentaire. C'est très facile. Vous regardez la balance agroalimentaire et vous voyez le déficit qui ne fait que se creuser d'une année à l'autre. Et bien sûr, les années où l'année elle est sèche, il y a quand même, ça ressort très bien dans cette représentation. Donc, on a à l'horizon 2030-2050 une baisse des précipitations, ce qui va générer donc des impacts sur les ressources, sur la production. Vous voyez ici donc l'évolution de la production collectée par l'Office des céréales. Les olives, pourquoi je parle essentiellement de ces deux agrosystèmes? Pour la simple raison, si vous regardez la balance agroalimentaire, pratiquement, l'argent qu'on fait rentrer par l'exportation de l'huile d'olive nous sert à peine, couvre à peine nos importations des céréales. Ça veut dire que nous dépendons fortement dans notre alimentation de la pluviométrie et donc des échanges commerciaux et donc de cette eau virtuelle. Slide suivant, s'il vous plaît. Bien sûr, le manque d'eau va impacter aussi bien les jeunes en termes d'emploi, de mobilité et de la migration. Pénurie d'eau plus impact changement climatique, c'est des pertes d'emploi dans l'agriculture et donc la migration. Disponibilité en eau faible, donc ce qui est le principal moteur de la migration interne des régions irriguées, donc ce qui va donc impacter et avoir plus de dégâts en termes de conflits.
Et les migrants quittent l'ouest et le sud du pays pour s'installer dans les districts de Tunis et dans la région de l'Est, donc fort impact sur le littoral, sur ces zones-là. Les migrants sont principalement des jeunes, des hommes de 15 à 30 ans, motivés par la recherche d'emploi, et ceci va impacter l'emploi dans l'agriculture et de la pêche. Ces gens-là qui migrent donc des zones rurales vers d'autres zones urbaines, eh bien, le jour où on voudrait développer l'agriculture, ben, cette main-d'œuvre, elle disparaît et donc elle n'est pas là. Donc, on peut parler de la fuite des talents aussi, la fuite des cerveaux, etc. Alors, pour le genre, le manque d'eau, il va aggraver la situation économique des populations déjà vulnérables. Ce sont les populations essentiellement rurales qui travaillent dans l'agriculture. Et quand je dis moins d'eau, ça veut dire perte de revenus, perte d'emploi, la migration, etc. La femme étant peu propriétaire, elle est rarement propriétaire des terres, elle est seulement de la main-d'œuvre. Je rappelle ici que 70% de la main-d'œuvre agricole, elle est féminine. Donc, s'il n'y a pas d'eau, s'il n'y a pas de production, ben, cette main-d'œuvre va baisser. Donc, c'est c'est des pertes de revenus à ces dames. La femme est le garant aussi de l'aspect sanitaire de la maison. Et donc, on a vu ça durant la phase Covid. Donc, c'est un aspect fortement tributaire de la disponibilité de l'eau salubre. Et n'oublions pas que toute augmentation des tarifs de l'eau, pour des raisons bien sûr qui sont légitimes, ceci ne fait que creuser les inégalités entre les populations rurales et urbaines et donc va aggraver la pauvreté dans ces régions et surtout au niveau des femmes qui sont fortement tributaires par l'emploi agricole. N'oublions pas l'eau et l'écologie. L'homme a mobilisé toutes les ressources pour ses besoins, agriculture, industrie, etc. Les écosystèmes sont fortement perturbés. On n'a pas laissé les quantités d'eau nécessaires aux écosystèmes. Les écosystèmes sont dégradés, ce qui fait que les coûts économiques de la dégradation sont évalués de 2 à 7%. Moi, je dirais que c'est beaucoup plus important actuellement. La suite, s'il vous plaît. Alors, ici, brièvement, je reprends un petit peu la question de changement climatique. Donc, ce sont des risques, mais c'est aussi des opportunités. La situation de pénurie d'eau, elle est absolue. Donc, on a un bilan hydrique qui est déficitaire, même en année moyenne, sans parler des sécheresses. On n'a pas un système national de suivi, de comptabilité de la ressource qui permet d'anticiper certains problèmes qui vont surgir. La fragilité de l'équilibre social et économique et politique dans le pays, malheureusement, et le développement, la détérioration de l'état des finances publiques, ça, vous le savez aussi, l'impact lié au changement climatique, comme je l'ai dit tout à l'heure, le changement climatique va impacter la ressource elle-même, les usages et tous les écosystèmes, et donc toutes les activités économiques, la forte dégradation des eaux et des sols, et l'évolution démographique. Qui dit plus d'habitants, plus de population, ça veut dire plus d'eau, plus d'alimentation et surtout plus d'emplois. Le suivant, s'il vous plaît. Alors, la Madame situation… Marawada, I'm so sorry, Oui. je m'excuse, mais on doit passer aux questions, s'il vous plaît. Donc, Rawe asks, what do you suggest to reach water efficiency in terms of virtual water? Should we continue to import wheat since we can't grow it in Tunisia because of drought, as you mentioned? In other words, how do we find a balance between food sovereignty and efficiency in virtual water? And they asked a second question, what about the role of the OSS? OK. Alors, d'abord, malheureusement, je ne peux pas tout présenter ici, mais la question, elle est très, très, très pertinente. Qu'est-ce qu'il faut faire ou quelles solutions pour régler ces problèmes d'importation, etc. Et ce qu'il faut savoir également, c'est que les Tunisiens, malheureusement, on n'a pas assez d'eau, on n'a pas assez de superficie pour produire les céréales, toutes les céréales dont on a besoin. Mais si vous regardez d'autres statistiques, vous allez voir que nous ne consommons pas réellement toutes ces céréales qui sont importées. On a d'abord
jusqu'à 30% des céréales qui sont produites en Tunisie qui ne sont pas collectées ou qui sont gaspillées ou qui sont perdues. Un. De deux, nous avons la Tunisie, selon l'Institut national de la consommation, nous jetons l'équivalent de 900 000 pains par jour. L'INC parle aussi, l'INC, c'est l'Institut national de consommation, parle, elle indique des statistiques qui montrent que on jette l'équivalent de 68 dinars par mois et par famille en alimentation. C'est une moyenne, ça veut dire qu'il y en a qui jettent 200, d'autres qui jettent peut-être 10 dinars ou peut-être qui jettent rien. C'est pour dire qu'il faut d'abord, avant d'aller vers l'importation, puisqu'on n'a pas les superficies nécessaires, il faut absolument rationaliser les besoins. Ce n'est pas parce que le Tunisien, il veut acheter 2 kilos que je lui donne sur le marché 2 kilos. En plus, la subvention, elle a montré ses limites. Cette subvention transversale pour tout le monde, elle a montré ses limites. On ne peut en aucun cas, en situation de pénurie, en situation de stress hydrique, on ne peut pas laisser les subventions telles quelles à toute la population. Il faut absolument cibler les subventions aux populations les plus vulnérables et arrêter cette subvention nationale à tout le monde. Pourquoi je dis ça? Parce que ce n'est pas parce que vous avez de l'argent que vous allez trouver des céréales sur le marché. Parce que la sécheresse, elle n'est pas qu'en Tunisie. La sécheresse, elle est en Espagne, elle est en URSS, elle est en Ukraine, elle est aux États-Unis, elle est partout. Et donc, à chaque fois qu'il va y avoir des sécheresses, les productions vont diminuer et la demande va augmenter et donc les prix vont augmenter. Et donc, il faut absolument rationaliser nos consommations d'eau. C'est un facteur essentiel et surtout revoir la subvention de certaines denrées alimentaires, y compris le pain et autres. Je ne dis pas qu'il faut augmenter le tarif du pain à 2 dinars, mais dans certains cas, oui. Dans certains cas, oui, parce qu'il y a beaucoup de gaspillage, qu'on le veuille ou pas, et ce ne sont pas essentiellement les populations vulnérables qui gaspillent, ce sont les autres populations. Et il n'y a pas de raison que tout le monde, même les touristes, tout le monde achète le pain à un tarif qui est fortement subventionné. Et donc, c'est impossible, surtout que l'État est en train de réduire la subvention sur les carburants dans l'objectif de la supprimer totalement. On ne peut pas supprimer la subvention sur le carburant et laisser d'autres éléments subventionnés. Ça ne colle pas. D'ailleurs, on voit bien que, par exemple, le coût de l'eau, le tarif de l'eau de la SONED qui est aux alentours de 800 millim ne couvre pas les charges alors que la STEG ne fait qu'augmenter ses tarifs. C'est-à-dire que si vous n'augmentez pas les tarifs de l'eau, eh bien, vous allez arriver un jour, vous n'aurez pas de l'eau tout simplement dans vos robinets parce que la SONED n'aura pas assez de revenus pour couvrir ses charges, pour pouvoir réparer les conduites, payer les factures de la STEG, etc., etc. Merci beaucoup. Alors, quelle était la deuxième partie de la question? Donc, c'est quoi le rôle de l'Observatoire du Sahara et du Sahel dans les aquifères partagés? Alors, l'Observatoire, madame. Oui, l'OASS, il est en charge, il héberge le mécanisme de concertation du SAS. Et le mécanisme de concertation, comme son nom l'indique, ce n'est pas, disons, ce n'est pas une convention pure et dure signée entre les 3 pays. C'est simplement un mécanisme qui est mis en place avec une représentation des 3 pays. Et ce mécanisme permet aux pays de partager les données entre elles. Et l'OASS, il est en charge de faire fonctionner le modèle hydrogéologique pour voir l'évolution de l'exploitation de ces nappes, le continental intercanaire et le complexe terminal dont a parlé Sichaoukri. Et donc, comme il l'a dit, l'OASS, il est là que pour héberger ce mécanisme. Et il a mis en place les experts pour modéliser donc l'évolution de la consommation d'eau ou l'utilisation de l'eau ou la recharge de ces aquifères. La situation montre
un déséquilibre, une situation relativement alarmante, malheureusement, il n'y a pas d'accord proprement dit entre les quantités à exploiter par chacun des pays. Chacun fait à sa manière, compte tenu de la gravité de la situation hydrique dans les trois pays. Et malheureusement, il n'y a pas une réelle gestion concertée de cet aquifère. D'accord. Merci beaucoup, Dr. Rawda et Dr. Shawqi for your presentations. It was very informative and it revealed to us the presentation of Dr. Rawda revealed to us the causes of water scarcity, the types of droughts that there are, and the lack of climate action in when it comes to government climate actions. So basically, when we talk about climate action, we talk about climate justice, and I'm quoting the climate activist Vanessa Nakate here when we say we can't have climate justice without gender inequality. And so when we talk about climate action in governments, we automatically speak of gender equality and the implementation of climate action or climate justice. So governments should always strive to achieve and should always try to implement climate policies that that ascribed to an approach that follows climate justice. Now we have here an inspiring activist, a climate activist, Insaf Abdelmoula, and she's here to talk to us about the impacts of water scarcity on women and gender. So Insaf, the floor is yours. Hi, thank you. So as Ms. Rawda already said and explained, the issue change or water scarcity is that they make the vulnerable people even more vulnerable. So it becomes like a vicious circle. You are already vulnerable, so that makes you more vulnerable to becoming vulnerable. And you know, I always say that climate change and water scarcity are not only environmental issues. They are also social issues and economic issues. So like I was saying, climate change and water scarcity definitely make women more vulnerable. So for instance, we know that agriculture in Tunisia mainly relies on workers who are women. So for instance, if you have a lot of drought, so a lot of these women workers start to work less. So they spend more time in their homes. And when they do, that makes them more exposed to abuse, to domestic violence, if it already exists. So because they have to spend more time at their homes, they become more exposed to domestic violence. And there's also another example that I find incredibly shocking, but it's not a local context. It's rather an example from West Africa and some countries in southern India, where shockingly we find that climate change actually contributes to child marriage. How does this happen? It's because a lot of families in rural areas, who are usually the most vulnerable people to climate change, they find themselves losing their jobs because they mainly rely on agriculture. And so they find themselves in a very dire economic situations. They need to find an easy way to make money, or they need to find an easy way to spend less. And that's why they start to marry off their daughters at a very, very young age. So this is all to say that water scarcity and climate change are absolutely not only environmental issues, they're also social issues. Exactly. And I think that not even that climate change contributes to child marriage,
which, as you said, happens and has happened in the global south mainly, but climate change can also contribute to other social issues like absenteeism of kids in schools, which affects their academic performance and other problems. Moving on to Ms. Insaf, who is a public law specialist and Ishraq. So Ishraq is a public law specialist and she's a as well. So Ishraq, do you have any input about the impact of water scarcity on women in Tunisia? I should speak in French. I feel more comfortable in French as there is a translation here. But ma contribution par rapport à la question du genre et changement climatique, je rejoins parfaitement l'avis de Souaïba sur comment le changement climatique a des impacts sur le côté environnemental, mais aussi social et économique de la situation de la femme. Et là, je vais commencer par le changement climatique. En tant que phénomène environnemental, il y a une dégradation de l'environnement, il y a des émissions de gaz à effet de serre qui rendent la situation de la vie de l'être humain, mais aussi des composantes de l'écosystème vulnérables et qui auront des impacts directs sur la vie du quotidien, d'où l'importance de mettre en place des actions d'atténuation ou d'adaptation envers les changements climatiques et de mettre des actions concrètes et des politiques publiques, des visions stratégiques pour y faire face. Et si les femmes et les filles, les enfants sont fortement vulnérables par rapport à la question du changement climatique, ils sont doublement, ils sont touchés en tant qu'êtres humains, mais aussi leur situation est beaucoup plus vulnérable parce qu'ils sont des femmes ou des filles. Et là, cette vulnérabilité vient de la situation que ces femmes n'ont pas de l'autonomie financière nécessaire pour y faire face. Et si on parle de changement climatique, on parle principalement de la femme rurale qui travaille dans le domaine de l'agriculture et qui ne possède pas sur le plan juridique de la terre. Les femmes ne possèdent pas de la terre, alors ils n'ont pas cette autonomie financière, ils travaillent pour le compte des hommes et s'ils perdent leur emploi, ils n'auront pas de l'autonomie financière puisqu'ils n'ont plus d'emploi, mais aussi ils n'ont pas accès à la terre et possession de la terre. Donc, ils seront dans une situation de pauvreté. Cette pauvreté, elle est intensifiée, amplifiée par le changement climatique. Et ils se rendent dans une situation où ils ne peuvent pas, c'est-à-dire produire les priorités nécessaires pour leur famille et pour eux-mêmes. Alors, ils vont subir des actions de violence à l'égard des femmes et ils vont subir ces situations et ils ne peuvent pas y faire face parce que tout simplement, ils n'ont pas les moyens financiers. Deuxième point, c'est l'éducation. Puisqu'ils n'ont pas cette stabilité financière, ils ne peuvent pas accéder à l'éducation, alors la situation de femmes devient de plus en plus médiocre à cause de changements climatiques. Ensuite, je passe à un autre niveau. S'il y a de la sécheresse, s'il n'y a pas c'est-à-dire les conditions favorables pour exercer de l'activité de l'agriculture, les femmes vont être déplacées du milieu rural au milieu urbain. Et là, si c'est pas un déplacement d'un pays à un autre. Et si j'évoque la question de la migration des femmes, de la migration en général, les déplacés climatiques, ce qu'on appelle aujourd'hui les déplacés climatiques, mais je pose ici ce forme de réflexion, de débat.
comment l'adoption, si les recommandations de ces sessions vont être transmises à la COP, je vais mettre l'accent sur la question du statut de migration climatique et déplacés climatiques. Si on adopte aujourd'hui le statut de migration climatique, qu'est-ce qu'elle va apporter à la femme puisqu'elle est doublement touchée par la question du changement climatique? Voilà, si je résume, la question de l'impact du changement climatique sur la situation des femmes, des enfants, des filles, elle a des impacts environnementaux qui touchent principalement à la santé physique, mais aussi mentale des femmes et des hommes en général. Mais aussi, il y a des impacts socio-économiques sur la situation des femmes qui sont intensifiés, amplifiés par l'impact du changement climatique. Thank you so much, Ms. Ashraf. It was very enlightening. Just to add a few notes here and there. So basically, we do know that water scarcity affects young girls. And for example, in Gafsa, we have in the region of Sakdoud, Derdayef, in Gafsa, how water cut off through the whole region, that girls were not sent to schools because of the unavailability of water in WCs. And so here we can see in details the effects of water in Tunisia. And for women, the same case. I even heard that women are sexually violated and fetching water, since they are the ones responsible for doing so. So we move on to our next section, which is the negotiation between experts and activists. So I'm going to give each one of you a declaration or a statement, and so you say whether you are for that statement or against that statement, and you explain your position. So basically, the statements will be in French. And please raise your hand if you want to contribute to the statement. So, la première déclaration, c'est Je n'ai pas de son, moi. Moi aussi, j'entends rien. Je pense que c'est un problème technique de l'appareil de Swipe. Yes. Is it possible potentially for Saber? Do you know what the declarations are? And could you, while we wait for Saber to come? Saber? I just want to see if there may be one of the other session organizers that do know what the declarations are, and they can start with the process while we wait for Twabia to come back. Because I agree, I think she had a technical issue. Is there another person of the session organizers that can help? Mm-hmm.
Hi. I think let's give it another minute. But if we haven't heard back from Thwabia or Saber, I think we might have to end the session. It is closing time now, but I really would like to give them an opportunity just to close this session themselves. And it's a big pity because this was looking to be a very exciting part of the session. So I think if we can wait another minute or so. Let's see. Okay, as while we're waiting, I also just want to alert you that so this is the last session of today, and tomorrow we have a session between 10 o'clock Central African time, so 10 o'clock and 12 o'clock Central African time, that's looking at innovative financing for a just transition. And then we'll have the closing off of the Africa Regional Hub. I'm very sorry. Is there anyone else from the team that can advise how we should go forward, or whether we should close the session now? Maybe you can wait a little bit. Yes, well, I'll definitely wait until I think 5 minutes past the hour. And then we will unfortunately need to close down the session as we're running out of time. So sorry, just I will provide for, meanwhile waiting for them to join us. Then I was looking for the picture or the photo which is showing the catastrophe in Algeria. Just for the guys asking about this, just I will share it now. Okay, we've got Thwabia is busy joining. I've just let her in from the waiting room. I think she had some technical internet. She had some internet difficulties. Thwabia, I can just see her mic starting to connect. So Hello? sorry. Yes. Hi. Hi. Sorry, you were cut off. Yes, I'm so sorry. We are having some Wi-Fi problems in here. So if you'd like, we could just wrap up the session with the small debate between the experts and the activists. Okay, perfect. So hopefully. I'm sorry, I can't unfortunately carry on for too long, but if it's not too long, then please do go ahead. Yes, just two statements and we'll be off. Thank you so much, Michelle. So hopefully all the experts and the activists are still here. So the first statement is le code de l'eau est suffisamment développé pour inclure une approche justice climatique et genre. So if you'd like to contribute, please raise your hand. Levez la main pour contribuer, pour répondre à cette déclaration. Oui, ben, malheureusement, je n'ai pas l'icône lever la main sur mon écran. Je n'ai pas bien compris la question. Hein. Le code de l'eau, qu'est-ce qu'il a? Je n'ai pas bien compris. It's okay. Donc, je répète, le code de l'eau est suffisamment développé pour inclure une approche justice climatique et genre. Donc, est-ce que vous êtes pour ou contre cette déclaration et pourquoi? Je peux prendre la parole? Oui, bien sûr, Isra. Alors, bien évidemment, je suis contre cette déclaration parce que le code des eaux, elle est dépassé par les actualités de changement climatique. Je pense qu'il date de 1975. Elle est dépassée par les actualités. Et au contraire, le code des eaux, quand il a été élaboré en Tunisie,
elle était dans une logique d'encouragement de l'exploitation des eaux et non pas de la bonne gouvernance et l'adaptation à l'atténuation contre le changement climatique. Alors, je suis contre et j'insiste sur la nécessité et l'importance de la révision de code des eaux pour répondre aux exigences de changement climatique. Merci beaucoup, Efra. On a une autre déclaration et donc l'autre déclaration, c'est peux intervenir. Bien sûr, madame. Bien sûr. Juste dans le même sens, mais peut-être pas pour les mêmes raisons. Effectivement, le Code de l'eau, il date de 75. Il y a eu beaucoup d'efforts pour préparer une nouvelle version qui a été soumise à l'Assemblée donc il y a un peu plus d'une année. En juillet 2021, le 15 juillet, c'est passé devant l'Assemblée générale. Ça n'a pas été adopté pour différentes raisons et vous savez ce qui s'est passé depuis juillet 2021. Donc malheureusement, ce texte, il est encore sur les étagères. Et même ce document qui a été réalisé donc, et soumis à l'Assemblée générale, il ne répond pas à cette justice climatique et il n'intègre pas le genre, effectivement. Donc, c'est un document qui doit être retravaillé. En termes de genre, à la limite, je dirais qu'il y a une certaine, on parle de certaine égalité et équité entre les différents citoyens, mais en aucun cas, il tient compte de certaines spécificités dans certaines régions, de certaines catégories de la population. Parce que le genre, il n'indique pas seulement les femmes. Il y a des hommes qui sont vulnérables, beaucoup plus que des femmes dans certains secteurs. Malheureusement, le Code de l'eau ne tient pas compte de cela et il faut absolument qu'il intègre correctement le changement climatique, ses impacts sur l'ensemble des ressources, sur les usages et intégrer cet aspect de justice climatique et de genre dans la gestion des ressources sous les conditions de changement climatique. Merci beaucoup. Je veux ajouter un seul point. Juste un petit mot, s'il vous plaît, si possible. Donc, Monsieur Chauki et puis Madame Sra. Oui, je me trouve un peu neutre contre cette statement parce que notre problème en Tunisie, je pense que ce n'est pas le texte législatif, c'est pas ça qui manque, mais notre problème, c'est l'exécution, c'est l'action, c'est le contrôle. C'est ça le problème. Voilà. Monsieur Sra. Alors, j'ai deux points, pas un seul point à ajouter. Le premier, c'est la nécessité de la révision du Code des eaux, mais toujours en harmonie avec les autres textes, notamment le Code de l'environnement qui est la semaine dernière, le ministère de l'Environnement a publié un projet de ce code. Le deuxième point, c'est par rapport à la position de M. Chauki. Moi, en tant que juriste, je vois que l'élaboration des textes de loi est essentielle. La loi, elle est là pour organiser et réglementer les choses, mais aussi la mise en œuvre de ces textes de loi qui fait la différence. Alors, il est important d'élaborer des lois, d'adopter des lois qui s'inscrivent dans une logique de lutte contre le changement climatique, mais aussi, il est important de mettre en place les outils et les mécanismes nécessaires pour mettre en œuvre les dispositions de ces lois. Ouais. Certainement, c'est ce que je vais dire. Parce que, OK, avec le texte seulement, donc on a plein de textes, mais il faut passer à l'action pour l'exécution, pour le contrôle. Bien évidemment, le texte doit être toujours évolutif en fonction de la situation. Oui, merci. Merci, Monsieur Chauki, Madame Shraq et Madame Rawda, pour votre contribution. So what I would like to ask all the speakers, what is your message for policymakers at the COP? And what is your message for policymakers in Tunisia as well? Je peux intervenir? Bien sûr, Madame Rawda. Bon, tout d'abord, je crois que le premier message clé, je pense, c'est
c'est à ce que le gouvernement ou les décideurs fassent en sorte qu'il y ait une reconnaissance générale, globale de tous les acteurs du changement climatique et de ses effets sur la ressource en eau, sur les usages, sur les écosystèmes, etc. Les gens, en général, décideurs et pas décideurs, jusqu'aux citoyens, ils ne sont pas conscients. Dès qu'il pleut, ça y est, ils ont oublié la problématique de l'eau, ça y est, les barrages sont pleins, la vie est belle, ça y est, ils continuent à... Or, j'ai montré un graphique qui montre que même avec les barrages pleins, même avec les nappes pleines, c'est-à-dire rechargées, nous sommes en situation de pénurie d'eau absolue. Que dire quand il y a des sécheresses? Ça veut dire qu'il faut qu'il y ait une conscience généralisée au niveau de la Tunisie pour que les gens comprennent qu'on est vraiment en situation très grave. Ce n'est pas dans l'objectif de faire peur aux gens, mais simplement pour que les gens prennent certaines précautions et changent leur mode de vie. Le deuxième point, donc pour cela, il faut bien sûr de la sensibilisation, il faut un plan national pour sensibiliser et faire un impact pour que les gens soient conscients de cela. Le deuxième point qui me paraît important et qui peut être mis en place en premier par rapport au point que je viens de citer, c'est que moi, je suis toujours étonnée en Tunisie. L'Angleterre, elle a déclaré l'état d'urgence alors qu'elle a une petite pénurie d'eau par rapport. La Tunisie, on est en troisième année de sécheresse successive. On entame une quatrième qui risque d'être extrêmement pluvieuse avec des inondations au début, mais peut-être sèche après. Il n'y a aucune déclaration de la sécheresse. Il n'y a aucune déclaration de l'état d'urgence. Je ne comprends pas. Je pense que la première des choses, c'est de déclarer un état d'urgence sur les ressources en eau en Tunisie. Pourquoi on déclare ça? D'abord, pour qu'on puisse appliquer la réglementation, même la réglementation basique qui existe maintenant et qui vous dit qu'il ne faut pas forer, alors que les gens forent, ils font des forages, ils soutirent l'eau comme ils veulent, utilisent l'eau comme ils veulent, etc. Personne ne peut rien contrôler. Si le gouvernement ou la présidence de la République déclare l'état d'urgence, elle va pouvoir déjà mettre en place des mesures exceptionnelles pour faire respecter une réglementation qui peut être exceptionnelle dans cette phase exceptionnelle. Sans cela, sans une loi, sans une réglementation qui soit réellement appliquée, il ne faut pas se faire d'illusions parce que la technologie existe pour avoir plus d'eau, mais à quel coût? Avec quel coût de dégradation de l'environnement, avec quel coût économique, avec quel coût environnemental, avec quel coût énergétique, parce qu'on est un pays qui n'a pas d'eau et qui n'a pas d'énergie. Nous importons aussi 60% de nos besoins d'énergie. Donc, simplement si le gouvernement comprend le lien entre l'eau, l'alimentation, l'énergie, les écosystèmes, la santé, etc., il doit absolument déclarer l'état d'urgence parce que pour pouvoir justement mettre en place des mesures exceptionnelles et surtout faire appliquer la loi. Il ne s'agit pas de mettre les gens en prison ou de les tuer ou de les massacrer, etc., mais absolument d'arrêter l'hémorragie parce qu'il y a une grosse hémorragie. Le secteur de l'eau en Tunisie, c'est comme un homme qui a le diabète, comme qui a le cancer, qui a ceci, mais qui a eu un accident. Et donc, la première chose à faire, c'est arrêter l'hémorragie avant de soigner le diabète, la tension, etc., etc. Il faut absolument arrêter l'hémorragie. Il y a une grosse hémorragie qui reçoit encore les impacts du changement climatique. Et là, on est foutu s'il n'y a pas cette prise de conscience au niveau politique pour réorienter le développement, l'utilisation de l'eau, la consommation d'eau, la production de certains biens avec de l'eau, etc., etc. Merci Madame Raouda. Juste une minute pour Ms. Eshraq et on stop là-bas. A small word for me. On n'a pas de temps, that's why we don't really have. Ok, je vais essayer d'être
très rapide afin de laisser la parole à M. Chawki. Je vais commencer tout d'abord par tout le monde a droit à l'eau et tout le monde en est responsable. La protection des ressources en eau est une responsabilité partagée, comme la lutte contre le changement climatique entre les pays développés et les pays en voie de développement. Le point sur lequel je vais insister au niveau des messages qui vont être transmis pour la COP, c'est que il y a une obligation d'assistance technique et financière des pays en voie de développement au profit des pays développés au profit des pays en voie de développement pour lutter contre le changement climatique, plus précisément en matière de protection des ressources en eau. Le deuxième point au niveau interne, c'est l'importance d'une planification stratégique, mais aussi l'élaboration d'un cadre juridique favorable qui répond aux attentes et aux besoins actuels et de mettre en place des actions opérationnelles pour la protection de ressources en eau. Je vais signaler un seul point, qu'au niveau de la Constitution de 2014, le droit à l'eau était un droit. On parle de droit à l'eau. Et aujourd'hui, au niveau de la Constitution de 2022, on parle d'un simple service de l'eau il s'agit d'une obligation de moyens de l'État pour donner ce service aux citoyens. Alors, en tant que société civile, en tant qu'activiste, en tant que spécialiste en la matière, il est crucial aujourd'hui de défendre ce droit à l'eau et de contribuer à la non-régression de la constitutionnalisation de ces droits. Enfin, il est important d'agir que c'est beaucoup moins coûteux, c'est une urgence et si les choses vont traîner, ça va nous coûter beaucoup plus de financement pour la protection des ressources en eau. Et merci. Thank you so much, Srach, and thank you for all the speakers. I'm so sorry that we don't have time for all the speakers to share their messages, but we will collect all of your messages and we will give them to the responsible for harvesting the messages. And I would like to give the speech to Michel Detoire to close the ceremony. Thank you so much for all.